adapté, c'est un terme un petit peu générique qui englobe beaucoup de pratiques, en équitation en tout cas. On va être sur tout ce qui est équitation et handicap à visée sportive. Donc, du coup, on n'est pas du tout sur de la thérapie, vraiment sur du sport. Le problème de ce terme-là, c'est que c'est un terme qui va être plutôt attribué à la Fédération française de sport adapté, qui englobe du coup le handicap mental. Donc on est plutôt sur de la pratique équestre adaptée, donc qui appartient à la Fédération française de sport adapté, réservée aux handicaps mentaux. Donc il y a le sport adapté de ce côté-là, et de l'autre côté, du coup, dans l'équitation adaptée, moi j'englobe aussi le para-équestre, qui du coup va être tout ce qui est discipline équestre adaptée pour le handicap moteur. Ouais, donc, du coup, il va y avoir la différenciation entre ces deux types de prise en charge, qui peuvent être pratiquées toutes les deux en loisir ou en compétition, du coup, puisqu'il existe des compétitions de sport d'équitation adaptée en handicap mental et de para-équestre en handicap motation. On est vraiment sur la partie sportive et loisirs. Donc on est quand même sur des objectifs à visée plus ludique et développement personnel. Le but, c'est que la personne porteuse de handicap puisse pratiquer un sport comme toute personne. Là, et en plus l'équitation qui est peut-être moins facile d'accès par rapport à d'autres sports. Puisse pratiquer ce sport en toute sécurité et en s'épanouissant justement au vu de ses résultats et de ses améliorations et progressions, voire même donc du coup jusqu'à la compétition où oui, ça peut être très valorisant pour eux. Il y a quelque chose de très valorisant. Est-ce que vous voulez lui poser une question à Pierrot? Oui. Ouais. Je suis bien à moitié. Cheval. Ouais, c'est bien de faire du cheval? Oui. Oui. À moitié cheval. Monter le cheval. Oui. Qu'est-ce que tu apprends? Monter au nouveau À monter un nouveau cheval. cheval. D'accord. Et quand on est dans la carrière, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, on apprend à diriger. Ouais. On apprend à quoi d'autre? Au gros. Au trot, ok. Ça, c'est le trot enlevé d'ailleurs quand on... Laver. Voilà. Après, marcher. Et du coup, on fait... Comment ça s'appelle quand on fait plein de petits exercices comme ça? Des parcours, exactement. Des petits parcours. Et ces petits parcours, justement, l'année dernière, qu'est-ce qu'on avait fait à la fête du club? Alors, c'est toujours parcours. On avait fait... C'était pas un petit parcours, c'était un petit spectacle. Les petits spectacles. Un petit spectacle, d'accord. Et là, cette année, on a dit qu'on allait essayer justement de faire... Ah, caméra. Pas la caméra, non. Cette année, on va faire quoi, Muriel, tu as dit? Alors là, cette année, ça va pas être un spectacle, du coup. On a dit que ce serait un parcours. Un parcours. Voilà. Un parcours déformé? Non. Un parcours de sport adapté. Un parcours. Voilà. Et donc, avec plein d'exercices Ouais, qui valent des points. oui, après. Et ensuite, c'est celui qui a le plus de points qui gagne la petite journée. Ouais? Ça va être bien? Oui. Il vous tarde? Oui. Ouais? Mais il y aura plein de monde, hein? Oui. Ouais, ça ira. Bon. Il Trop s'appelle bien. comment ton cheval? Alors, Ouais. celui que tu as monté aujourd'hui, comment il s'appelait? Tu t'en souviens? Orphée. D'accord. Comment il s'appelle celui que tu montes d'habitude? Le but, c'est Ton préféré, mais qui va bientôt partir à la retraite? Ben alors? Poupi. Poupi, super. Très bien. Voilà, mais on arrête de le monter parce qu'il va bientôt partir à la retraite. Alors on fait des transitions douces. Super, mon Merci Pierrot. beaucoup. Alors, en fonction effectivement du handicap, il y a certaines personnes qu'on orientera vers le sport adapté, d'autres vers le para-équestre, loisir ou compétition, comme on disait. Si le handicap moteur et ou mental est trop important, nous, au sein de notre structure, on fait aussi des activités qui se rapprochent plus du coup de la médiation équine, où là, on intervient toujours en tant que prof de sport, entre guillemets, mais du coup avec le cheval partenaire pour nous aider à développer différentes capacités cognitives, motrices ou autres chez les résidents en ayant un contact avec le cheval. Allez, et on lève les fesses. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Et on passe, on va au niveau des plans bleus. Avance, Véro. Ça, c'est à vous de gérer les bleus là. Effectivement, on ne peut pas faire non plus monter ou
ou faire pratiquer l'équitation en tant que sport à tout le monde. Ce ne serait pas dans les objectifs. En liberté, c'est-à-dire en liberté, c'est laisser l'autre dans son propre mouvement, dans le mouvement libre. Donc l'une là, elle est avec nous, apparemment elle est bien avec nous. Mon activité se fait sur plusieurs aspects. Sur la partie du coaching, donc pour les particuliers et pour les entreprises, que ce soit en individuel ou en groupe. Donc ça peut se faire principalement avec la médiation du cheval, donc que ce soit pour la formation, pour le coaching, et bien sûr l'autre partie de mon activité, c'est l'équithérapie. Donc effectivement, ces pratiques sont un petit peu différentes. Je vais dire que qu'est-ce qui distingue le coaching de la thérapie ? Bien, tout simplement, le coaching va se définir sur des objectifs qui sont très précis et un nombre de séances qui sont définies. Je suis ravie de vous accueillir ici pour cette séance d'équi-coaching, donc pour votre association Arrowhaven. Donc nous sommes ensemble pour voir comment vous pouvez améliorer peut-être les interactions au sein de votre équipe et avec vos différents partenaires et peut-être entre vous. Est-ce qu'il y aurait peut-être des éléments ou de communication ou d'échange en termes d'efficacité, de souplesse, peut-être qui seraient à améliorer. Au niveau de la prise en charge en thérapie, du coup c'est très global, on va pouvoir aborder les différents aspects de la personne et travailler sur son histoire sur un temps plus long. Voilà. Donc ça c'est vraiment ce qui fait la différence entre la thérapie et le coaching. La formation également c'est une autre partie, donc là je la présente aujourd'hui puisque pour mieux comprendre les aspects, pour mieux apprendre, le fait de se mettre en situation par la médiation du cheval permet un ancrage, des prises de conscience et une mémorisation des nouveaux apprentissages beaucoup plus fortes, avec beaucoup plus de puissance et donc qui permet de vrais changements. J'accompagne un certain nombre de personnes qui ont pu avoir des problématiques de burn-out, avoir eu également à gérer des situations avec un petit peu de tension dans l'entreprise, donc qui ont besoin de retrouver de l'estime d'elles-mêmes, besoin de travailler leur confiance en elles. Les porteurs de projets aussi qui ont besoin de se positionner dans le temps, construire leurs projets, voir pour se mettre en situation de réussite, aussi étudier, regarder un petit peu ce qui les limite et ce qui les freine. Et au travers du coaching, ça va être cette aide pour dépasser les limites et arriver à atteindre leurs objectifs. Voilà, déployer toutes leurs ressources. L'intérêt est à plusieurs titres. Il y a déjà la rencontre avec le cheval. Cet animal donc non jugeant qui nous amène à être dans une vérité lorsqu'on est en relation avec lui. Donc déjà l'intérêt, ce que disent les personnes quand elles sont en contact avec le cheval, c'est que ça leur permet d'être beaucoup plus présentes à elles-mêmes, de prendre un temps pour elles, pour se recentrer, trouver un point d'ancrage. Elles se sentent accueillies aussi dans une relation qui est non jugeante, ce qui leur permet d'exprimer leur identité, leur personnalité, sans cette peur du jugement, sans cette peur du rejet. Ça permet également, comme le cheval va servir, est un support en tant que partenaire de travail, des comportements, des émotions, et ça va être un catalyseur, c'est-à-dire qu'il va permettre de faire des prises de conscience, d'opérer des changements beaucoup plus rapidement. Quelle information, quelle clé a été intéressante pour vous par rapport à cette dimension du fonctionnement de l'équipe ? Mais c'est pas ce que j'ai appris, c'est plutôt ce que je crains, c'est que je sais, ça m'envoie de mes modes de direction, c'est que je prends beaucoup de distance, par rapport à ce qui se passe, aux équipes ou au terrain, parce que je suis beaucoup dans l'observation, beaucoup, oui. Peut-être trop pour le coup, d'autant plus que mon attitude ou ma distance fait que des fois je peux être exclu du groupe et du terrain et de l'énergie et de ce qui s'y passe dessus, surtout si ça n'a pas été explicité avant. Être plus sur prendre le temps en fait. Accepter de s'accorder du temps parce que c'est le fait qu'on ait ralenti qui nous a permis d'avoir une meilleure énergie après collective. Quoi. Donc ralentir avant, c'est du gain de temps après
pour l'atteinte des objectifs. On perd trop de temps en vouloir garder du temps en fait. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Très juste sentir ce bon rythme de ralentir. Lorsque la personne prend conscience d'un comportement, d'une attitude qui n'est pas, je vais dire, efficiente, le fait de changer en prenant conscience, elle va tout de suite voir le changement que ça apporte dans la relation avec le cheval. Et quand du coup elle voit que leur communication, le projet qu'elles ont avec le cheval réussit et marche, et bien du coup c'est très valorisant. Donc ça permet de renforcer vraiment très vite cette estime d'elle-même. Moi ce que j'ai constaté, c'est vraiment beaucoup plus de puissance dans l'accompagnement avec le cheval par rapport aux accompagnements classiques. Je dirais que par ailleurs, ce qui est intéressant, c'est qu'on passe par le corps. On n'utilise pas que le mental. Aujourd'hui, on utilise beaucoup le mental dans nos réflexions, le travail, etc. Tandis que dans cette relation avec le cheval, eh bien, on va se mettre en mouvement. Donc, voilà, c'est ce qui en fait toute la force. Et également, il y a tout l'axe des émotions qui est regardé, qui est vécu, analysé. Et c'est cet ensemble de choses qui permet un maximum d'alignement. Je suis Caroline Mainville, je suis ergothérapeute au Québec et j'ai une certification en hypothérapie décernée par l'Association américaine d'hypothérapie, mais j'ai aussi fait plusieurs projets de recherche pour développer une approche qui est un peu plus globale. On dit souvent que je fais de l'hypothérapie. En même temps, moi, j'aime mieux dire que je fais de l'ergothérapie assistée par le cheval, c'est-à-dire que je vais utiliser les méthodes traditionnelles d'intervention et je le fais sur un cheval. Je vais aussi utiliser les modalités qui sont propres à l'hypothérapie, c'est-à-dire utiliser le mouvement du cheval qui reproduit le mouvement de marche de l'humain pour améliorer différents concepts au niveau du contrôle postural, de l'équilibre, de la posture, etc. En fait, selon les évidences scientifiques, les différentes recherches qui ont été faites, on utilise l'hypothérapie surtout pour la clientèle qui a des troubles neuromoteurs, dont les enfants qui présentent des infirmités motrices cérébrales, trisomie et autres retards de développement. Par contre, on élargit aussi beaucoup l'approche à la clientèle autistique qui présente aussi des déficiences intellectuelles pour aller travailler de façon plus large au niveau sensoriel, au niveau de la motricité fine ou de la communication sociale. Donc, pour nous, en hypothérapie, le cheval, c'est à la base une surface, une table de travail qui nous permet d'aller travailler différents aspects neuromoteurs, des réactions d'équilibre, des réactions de protection. On est vraiment au niveau du travail biomécanique. Le cheval qui a une conformation, une démarche très spécifique. Et nous, on va aller choisir le cheval en fonction de sa conformation, de sa démarche, en fonction des besoins de notre patient. Donc, à la base, c'est vraiment de cette façon-là qu'on fait le partenariat ou le binôme cheval et patient. À cela, par contre, on ne peut pas enlever la partie motivation, relation avec l'animal, qui est aussi très importante, mais qui n'est pas en fait notre but premier. Notre but premier, c'est vraiment de la rééducation motrice et l'aspect biomécanique de l'approche. C'est un organigramme, en fait, que j'explique et que j'enseigne aujourd'hui. C'est vraiment de faire une évaluation très approfondie de notre patient en fonction de ses besoins, des objectifs aussi qu'il vise dans son quotidien. Après, on va organiser notre séance en fonction de quel cheval, quel mouvement, quelle activité on va faire pour atteindre les objectifs à cheval. Mais l'objectif, c'est que si, par exemple, notre patient a un meilleur contrôle de tête et de tronc sur le cheval, on veut essentiellement que ça se généralise à son quotidien et donc qu'il puisse se tenir de façon plus droite assise à la table et donc de pouvoir manger plus facilement, d'avaler plus facilement, d'avoir un meilleur contrôle respiratoire, d'utiliser ses membres supérieurs dans un but fonctionnel, que ce soit pour colorier, découper, manger. Donc voilà, il y a différentes façons de le faire. Je vous dirais que moi, au Canada, comment je suis organisée, j'ai mon cabinet, j'ai mon centre d'hypothérapie, donc je peux faire les suivis aux deux endroits, mais j'ai aussi des salles d'intervention à même le centre d'hypothérapie. Et donc, si à cheval, j'ai travaillé la marche à quatre pattes, bien, je vais tout de suite aller réinvestir en salle, dans un environnement qui est plus fonctionnel, pour voir si la marche à quatre pattes se fait. Dans d'autres centres, bien, on va collaborer avec les milieux publics. En fait, si eux ont des objectifs aussi fonctionnels, bien, moi, je vais prendre en charge une partie de l'intervention et eux vont réinvestir. Donc, on fait l'ensemble de ces manipulations-là autour du patient. Ça nous rappelle quoi? Qu'il faut toujours être vigilant. Donc, effectivement, je vais aller dans la carrière. Moi, je m'appelle Florence et je suis équicienne. Donc, une équicienne, c'est un professionnel ou une professionnelle plutôt de l'accompagnement par médiation avec le cheval. En gros, on appartient autant au champ professionnel du médico-social qu'au champ professionnel du domaine équin. Voilà. C'est un métier qui est vraiment transdisciplinaire
et qui s'adresse à toute personne en difficulté, en situation de handicap ou de souffrance. Tout dépend, nous, de ce qu'on appelle le prescripteur. Donc, on a, si vous voulez, des visées thérapeutiques, si le prescripteur est un professionnel du soin, un thérapeute, plus généralement. On a des visées éducatives, donc là on est sur le champ de l'éducation, donc le prescripteur est un professionnel de l'éducation, typiquement un éducateur spécialisé, mais pas que. Et puis ce qu'on appelle la visée de loisir ou de soutien quand la prescription est parentale. En fait, c'est important pour nous de différencier ces visées, puisqu'en fait on rend des comptes à notre prescripteur et sur la base d'un projet. En fait, on met toujours en place un projet. Et selon l'objectif initial, on le traduit en objectif avec le cheval. Et puis, avec une finalité, des sous-objectifs, des évaluations, tout ça. Mais c'est bien parce qu'à la base, on a une commande d'un prescripteur. Voilà. Et ça, c'est super important. Comme ça, chacun reste à sa place. Moi, je ne sais accompagner les gens qu'avec le cheval. Et les gens en amont, ils ont leur spécialité. Et on travaille en partenariat. Pour équilatéral, on a une 4e visée, mais qui s'apparente à, pour moi, la visée thérapeutique. C'est la visée dite de développement personnel. Donc là, on est vraiment sur sur un public qui est différent, par contre, des particuliers ou des personnes en entreprise. On voit bien qu'il y a parfois des enfants pour qui c'est le seul accompagnement possible, et le seul accompagnement qui fait avancer les enfants. Déjà, sur lequel ils veulent bien se positionner, et puis où il y a des effets vraiment intéressants en termes de socialisation, communication et surtout concentration, attention. Chaque mercredi, quand je vais à Lexi, avant les chevaux, c'était... Enfin, j'adorais ça, mais je les avais jamais approchés comme ce que je fais là. Du coup, j'avais peur. Et la première fois que je suis venue ici, j'avais peur et je voulais pas le monter. Et la deuxième fois, pendant le week-end, j'ai réfléchi, je me suis dit, ouais, si je le monte, de toute façon, j'ai vu que la première fois, il était sympa. Et j'ai de moins en moins peur. Juste là, j'ai encore un petit peu peur quand je monte. Quand il se penche vraiment... Oui, comme tout à l'heure, quand il se grattait. Oui, et tu avais l'impression qu'il n'y avait plus rien. Ouais. On fait un tour dans un sens, puis dans l'autre. Et après, on commence par les exercices. Alors moi, c'est Julie Martouzet. Du coup, je suis équithérapeute depuis maintenant 8 ans et je pratique l'équithérapie notamment dans ce club, la ASEIS. Alors, je suis Bénédicte Rivoire, éducatrice spécialisée et équithérapeute. Alors l'équithérapie, c'est une pratique soignante à médiation équine. Donc en fait, on utilise ou on prend comme partenaire le cheval pour mettre en place des objectifs plus larges comme ce qui va être la psychomotricité fine, la valorisation, l'estime de soi, la communication, le relationnel. C'est un soin médiatisé par l'animal cheval où en fait j'utilise la relation avec l'animal et le contexte de vie de l'animal comme support pour développer un projet thérapeutique. Souvent je travaille quand même dans le sens d'essayer d'aller vers de l'épanouissement, la réduction de troubles si jamais la personne en présente des troubles du comportement notamment, s'il y a des troubles de la relation, faire en sorte qu'au niveau relationnel il y ait de l'amélioration, si la personne est anxieuse. On a vraiment des publics qui sont assez diversifiés, des publics en situation de handicap, tout type de handicap, mais ça peut aller aussi avec des personnes qui ont des troubles passagers type angoisse, phobie ou alors des syndromes de dépression, voilà. Donc ça peut vraiment être un public assez large. Je peux travailler autour de tout ce qui va être moteur, même si ma spécialisation n'est pas sur ces axes-là. Mais je peux aider au développement tonique, à faire en sorte qu'il y ait de la détente, on peut travailler autour de la coordination. C'est vraiment très très large. Après moi je vais vraiment me concentrer davantage sur des objectifs qui touchent à tout ce qui est relationnel, émotionnel et psychique. Ce qui est vraiment important, c'est tout ce qui va être mis en place avec la relation au cheval. Donc on travaille énormément avec notre partenaire cheval, que ce soit dans des clubs comme celui-ci où du coup on va travailler en amont le cheval, donc pour vraiment
avoir une adhésion de sa part, ou alors dans des endroits où les personnes sont propriétaires de leurs propres chevaux. Du coup, leurs chevaux vont vraiment être travaillés et au niveau physique et au niveau mental pour être disposés à travailler sur ces prises en charge et cet accompagnement. C'est vraiment quelque chose qui est très important, puisque pour travailler au niveau relationnel avec tous les publics accueillis, on a vraiment besoin d'avoir un cheval qui soit disposé à ça. Là, on va accueillir Angèle, une petite fille qui a 7 ans et demi, qui vient depuis septembre 2016 en séance d'équithérapie avec moi. Elle a des troubles anxieux, cette petite fille, elle a un handicap, mais du coup elle est aussi très sensible au son extérieur. Quand elle était arrivée, elle approchait pas un poney à 100 mètres alors qu'elle les aime profondément. Et depuis, elle prend plaisir à venir en séance, et du coup je l'accompagne pour qu'elle arrive à mieux gérer ses émotions, parce qu'en fait tout déborde, que ce soit la joie, que ce soit les peurs ou la colère ou les frustrations. En fait, ça a tendance à être un petit peu trop actif, donc j'essaye de canaliser tout ça et de lui apporter de l'apaisement en séance. Et tu souffles. Tu repositionnes un petit peu tes jambes, tu te rappelles? Voilà, pour mettre le bassin dans le bon sens. Ok. Tu peux faire coucou tout. Il est gentil, il n'a pas bougé du tout. Super. Alors, tu le fais marcher ce poney? Toi, tu vérifies que du coup tu es bien à l'aise, tu mets une main sur la tête. Oh bah tu mets les deux si tu veux. Ok. Tu reprends les poignets? Je crois qu'il est prêt. Il regarde. Oui. Ouais, tu peux lui faire un petit câlin si tu veux avant de démarrer pour bien l'encourager. Souffle bien pour détendre tes jambes. Voilà. On va le refaire une fois et après tu lui feras un câlin et ça sera bien pour aujourd'hui. Si tu as besoin de reprendre les poignets, tu le... Allez, hop, on saute, papillon. Ouais, super. Allez, tu peux reprendre. Est-ce que la peur, ça te permet d'en enlever un petit peu? Oui. Oui. De te détendre? Oui, mais moi j'ai aussi peur du poney et elle a pas peur des autres gens. On parlait beaucoup de chevaux, dès qu'elle voyait un cheval, elle voulait s'approcher de lui, mais elle ne s'approchait pas. Donc, du coup, l'équitation, ça ne me semblait pas du tout possible pour elle. Et comme moi je suis psychologue de formation, je connais un petit peu les différentes thérapies qui existent et je connaissais l'équithérapie. Et donc j'ai cherché sur internet un équithérapeute dans le coin. Je suis tombée sur Bénédicte et en 3 jours on s'était rencontrés et donc ça s'est fait comme ça. La première fois qu'Angèle est venue, c'était quand même pas gagné parce que elle se tenait à 50 mètres des box. Donc forcément, ben voilà, on a dit à Bénédicte que nous on lui mettait pas la pression hein, et que de toute façon ça prendrait le temps que ça prendrait et qu'on savait qu'avec Angèle ça prenait toujours beaucoup de temps. Donc mais on était confiants et puis Angèle elle a adhéré tout de suite parce que tout de suite ça a été une grande partie de sa vie. Et on a vu que ça prenait quand même une grande place et on a très rapidement vu des effets même dans ses relations avec les autres animaux, notamment par exemple notre chat. Duquel elle s'approchait absolument pas. Voilà. Maintenant, je vais parler un petit peu d'Hermance, du coup, qui va pas tarder à arriver. C'est une jeune fille que, du coup, je suis depuis 1 an et demi, qui voilà, est en fauteuil roulant. Ce qui est intéressant, c'est que c'est une personne qui a anciennement fait de l'équitation et de l'hypothérapie, donc qui a travaillé énormément au niveau moteur, parce que du coup, c'est une personne qui est en fauteuil roulant. Donc, on a travaillé exclusivement sur le fonctionnement de son bassin, sur son ancrage et du coup à développer tout ce qui va être mobilité de cette zone-là de son corps. Moi, c'est vrai qu'au niveau de la prise en charge en équithérapie, au-delà de tout ce qui va être postural, on a vraiment mis en avant tout ce qui va être relationnel. Hermance est une jeune fille qui voilà, peut très bien avoir l'envie de communiquer, mais parfois peut avoir par manque de concentration, d'attention, pouvoir être un peu éparpillée et du coup oublier un peu son corps. Hermance, quand elle est arrivée en équithérapie, c'était une jeune qui avait jamais travaillé sa communication verbale et qui travaillait sa communication et son relationnel que à travers la LSF, donc la langue des signes française. Et c'est vrai que du coup d'avoir voulu travailler sa communication au cheval avec le verbal, elle a pu se concentrer sur exclusivement sa posture et pouvoir du coup commencer à communiquer de façon verbale. Donc vous allez pouvoir voir sur la séance qu'aujourd'hui, de par son envie et sa motivation de travailler directement avec son cheval, elle a énormément travaillé voilà, sa communication. On va aller s'arrêter maintenant devant le C de cheval. Tu le vois le C? Oui, super, très bien.
On y va, Hermance? Qu'est-ce qu'on dit? Allez. C'est quoi ça comme lettre? Le E? Tu me dis? C'est quoi le E? Le C, oui, de cheval. Oui, c'est très bien. Voilà. Oh, super. En fait, pour Hermance, comme elle avait du mal à se tenir bien droite et qu'il fallait faire travailler son bassin, autant en séance de kiné, et du coup on s'est dit que Hermance aime beaucoup les animaux. Et du coup, avec le cheval, c'était assez pratique, un peu ludique en même temps, et du coup ça lui a permis de bien travailler sa posture. Elle se tient beaucoup plus droite, on le voit même quand après elle se tient assise sur une chaise ou au sol, voilà, elle se tient beaucoup mieux. Et avant, elle était vraiment penchée en avant ou de travers, un peu en S. Et du coup, là, vraiment, elle se tient beaucoup mieux grâce au cheval. Ouais. Ça lui a fait énormément de bien. Elle est beaucoup plus concentrée. Elle arrive à écouter beaucoup mieux les consignes et à les appliquer de suite. Avant, elle était assez distraite. Comme là, aujourd'hui, elle était quand même pas trop distraite avec le monde qu'il y avait. Et du coup, elle arrive beaucoup plus à se concentrer sur les étapes et à montrer vraiment par où il faut qu'elle passe. Il y a eu vraiment un bon progrès là depuis un an. Et la tonicité du muscle. Alors, je m'explique. Et ça sera le principe de base de la kinésiologie. Ce que nous permet la pratique en réseau, c'est vraiment de pouvoir avoir des échanges de pratiques mis en place de façon assez systématique, d'utiliser potentiellement des outils ensemble. Et ça nous permet vraiment de nous concentrer sur le terrain. Ce qui a été vraiment le cœur du projet de l'association, c'était de replacer la personne au centre du projet. Pas du coup d'être divisé par nos pratiques respectives, mais de nous dire, voilà, on a tous nos différences, on avance dans le même sens, et c'est vraiment d'améliorer notre bienveillance dans notre accompagnement tous les jours. Le fait de pouvoir mutualiser, d'utiliser des outils communs, le fait de mettre en place des formations ou des supervisions, c'est vraiment dans cette volonté-là, c'est de continuer toujours à être le plus à même et le plus adapté à toutes les personnes qu'on accueille sur les différentes prises en charge. C'était vraiment le cœur du projet. Ensuite, au sein de l'association, aujourd'hui, on avance pour pouvoir avoir une meilleure connaissance de nos partenaires ricains, pouvoir avoir des formations ensemble et pouvoir parler un peu de la même façon et permettre des évaluations assez simples entre nous sur les publics qu'on accompagne. En termes d'échanges sur les professionnels du secteur, je pense que ils se font de plus en plus et c'est très, très intéressant. On voit par rapport au réseau NEOM et la préparation des journées portes ouvertes donc, de cette fin juin, combien chacun on aime partager notre spécificité, nous retrouver parce qu'on partage une passion commune, la passion de cette relation avec le cheval et puis notre conviction de l'intérêt de cette pratique pour les personnes. Et je crois qu'on est habité par cette passion, par cet intérêt. Et puis on se dit que plus de personnes peuvent bénéficier de cette forme d'accompagnement par la médiation du cheval, on contribue en nombre au mieux-être des personnes, que ce soit des enfants, des adolescents, des adultes ou le public en entreprise. En fonction de ce handicap, en fonction de cet objectif, la communication entre les différents professionnels permettrait effectivement de mieux renseigner les gens et mieux les orienter de manière à pouvoir continuer de développer toutes ces pratiques et toutes ces prises en charge qui ont maintenant fait plus que leurs preuves, je pense, dans ce domaine-là. On rédige des écrits du coup qui sont diffusés, donc c'est plutôt moi qui vais dire diffuser aux orthophonistes, psychomotriciens, kinés, les comptes rendus pour faire connaître. Les familles vont le faire aussi spontanément, vont des fois me dire est-ce que je peux vous passer le bilan. Après en termes de contact, vraiment j'en ai peu. C'est au cas par cas et c'est vraiment au cas par cas et c'est plutôt moi qui vais impulser ça. Notre culture équestre au Canada est beaucoup moins développée que la vôtre ici et on a un territoire qui est énorme. Et donc, trouver un autre centre d'hypothérapie à proximité, il faut faire des heures de route. Donc oui, on a des contacts parce qu'on vise beaucoup le transfert des connaissances, l'information du public, mais malheureusement, on n'a pas la chance d'échanger régulièrement en face à face. C'est vrai que du coup, de par nos identités professionnelles différentes,
on va pouvoir accompagner une personne vraiment sur des thématiques ou des objectifs qui lui sont propres et qui peuvent cheminer, donc être évolutifs tout au long d'un accompagnement. Voilà, donc anciennement, j'avais créé un réseau Néome qui était fait vraiment que d'équithérapeutes, qui était en région parisienne. Et actuellement, de par l'essor et la diversité des pratiques, il me paraît vraiment important de travailler de façon pluridisciplinaire. Du coup, Néome est devenu un rassemblement de professionnels autour des médiations équines, mais qui ont aussi des formations différentes. Ce qui permet vraiment de travailler ensemble sur des prises en charge qui vont évoluer d'une personne à une autre et qui vont nous apporter énormément au niveau de nos échanges. Est-ce qu'il peut y avoir des confusions entre les pratiques ? C'est possible. Certaines personnes se posent des questions sur différentes formes de pratiques. Quelle est la différence ? Je dirais même, des fois, on me pose la question par rapport au coaching, par rapport à la thérapie. Donc, oui, peut-être que ça manque parfois de clarté, mais je crois qu'aujourd'hui, justement, au niveau professionnel, on est dans cette démarche d'apporter de plus en plus de clarté sur les pratiques, de pouvoir bien les identifier. Et comme ça, chacun peut aller vers la pratique qui lui semble la plus bénéfique ou opportune par rapport à son besoin. Il y a encore beaucoup de confusion entre les différents termes parce qu'au Canada et au Québec, on utilise le terme équitation thérapeutique. Maintenant, on vient de voir arriver le terme équithérapie et il y a l'hypothérapie aussi. Et ce qu'on se rend compte, c'est que tout est confus et mélangé pour les gens qui veulent utiliser les approches. Et donc, on ne comprend pas encore nécessairement que l'hypothérapie, c'est fait par des professionnels de la santé. Chez nous, en fait, l'équithérapie et l'équitation thérapeutique, c'est fait par des instructeurs d'équitation, des moniteurs, comme vous dites ici, alors que l'hypo, c'est vraiment des professionnels de la santé. Mais cette confusion-là demeure. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a encore quelques confusions, même si ça tend à changer, puisqu'il y a un énorme développement des prises en charge en médiation équine. Aujourd'hui, il y a encore quelques publics qui peuvent confondre l'équithérapie avec le sport adapté, notamment où les personnes vont nous demander d'atteindre des compétences équestres, ce qui n'est pas du tout notre vocation, puisque nous, on ne travaille pas du tout sur apprendre à tourner, à s'arrêter, à aller sauter des obstacles, mais plutôt du coup à aller vers des objectifs, comme je disais tout à l'heure, qui vont être à visée thérapeutique, donc d'aller vers l'affirmation de soi, d'aller vers faire des exercices de psychomotricité fine, de travailler sur toutes ces dimensions-là qui ne vont pas être dans le champ du sport. Mais il y a encore beaucoup de confusion et au niveau des pratiques. Il y a aussi des confusions de termes au niveau de la fédération, aussi au niveau du milieu équestre. Où là, il y a une nébuleuse autour du terme équithérapie, mais à force, je pense qu'on se fait connaître. C'est pas encore gagné, il y a quand même beaucoup de progrès qui ont été faits là-dessus depuis quelques années parce qu'il y a de plus en plus de gens qui s'intéressent à ces pratiques-là. Le petit problème que ça peut entraîner, c'est une certaine confusion ces dernières années entre justement tout ce panel d'activités qui peut être proposé et la place des différentes personnes au sein des prises en charge. Je pense que la communication est en train de se faire, les réseaux sont en train de s'établir entre les différents professionnels justement de manière à pouvoir mieux orienter chaque personne en fonction de son handicap et de ses objectifs vers la prise en charge équitation handicap qui lui correspondrait le mieux. Oui, la médiation équine se développe pour un public divers. Nous, on le ressent bien ici parce que les gens viennent, on ne va pas les chercher en fait. Et je crois qu'il y a un bouche à oreille, il y a des efforts de communication. Il y a le métier d'équicien qui est reconnu, ça c'est quand même super, c'est une super avancée, quoi. Voilà. Maintenant, oui, clairement, il y a besoin d'une nouvelle structuration, quoi. Je pense qu'au Canada, c'est différent de la France. Quand j'ai commencé ma pratique il y a une dizaine d'années, c'était pas du tout reconnu. J'étais celle qui avait une approche particulière. Par contre, maintenant, avec le développement des projets de recherche, des évidences scientifiques, on est de plus en plus reconnu par les référents, par les médecins, par les parents et par les associations, mais il demeure quand même qu'on est caractérisé d'avoir on nous dit qu'on a une approche particulière, en fait. Aujourd'hui, de plus en plus, je partage des projets, soit avec d'autres coachs ou soit avec d'autres thérapeutes, pour monter des projets en commun, se servir aussi de cette intelligence collective
qui va permettre d'apporter une créativité, qui va permettre d'avoir des projets qui ont plus d'envergure, également sur la région, d'accueillir un public plus nombreux en séance. Donc voilà, moi je ne me sens pas du tout isolée et ma manière de travailler, c'est justement de travailler en réseau et en collaboration avec d'autres personnes. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de mélanger des pratiques. Et ce que j'aime bien, par exemple, sur des ateliers, pour certains ateliers, c'est travailler avec une sophrologue, travailler avec quelqu'un qui va être spécialisé dans un certain domaine pour voilà, apporter quelque chose de complémentaire et très utile pour la personne. Du coup, ça fait voilà, un petit moment que je pratique. J'ai été diplômée en 2010 au sein de la Société française d'équithérapie et c'est vrai qu'au bout d'1 an de pratique, je me suis sentie assez isolée et en tout cas j'avais du mal à pouvoir échanger avec des personnes, que ce soit dans le milieu équin ou dans le milieu médico-social. Donc j'ai eu vraiment l'envie de fédérer des praticiens pour pouvoir déjà échanger et aussi pouvoir permettre des prolongements de prise en charge. Est-ce que le fait de travailler en réseau permet un meilleur accompagnement, un meilleur suivi des patients ou des clients? Je pense que oui, parce que on peut s'apporter chacun notre spécificité en termes de connaissance du public. Donc on va se nourrir de la compétence des uns et des autres. On travaille dans une dimension de partage. Donc ça c'est utile. Et puis je dirais au-delà du réseau en équithérapie, il y a également travailler en commun justement pour avoir un suivi des personnes plus pointues, plus efficaces. De travailler soit avec les psychologues, les psychomotriciens, ergothérapeutes, etc. Voilà, donc quand une personne a plusieurs prises en charge, bien l'intérêt c'est justement de travailler de concert de façon pluridisciplinaire pour justement apporter une approche globale et avoir des objectifs communs, avoir un fil conducteur. Voilà, parce qu'on est au service du patient, on est au service du client pour qu'il aille mieux. Et je crois justement que ce travail en commun et en réseau apporte une grande force. C'est du recensement, quoi. C'est recenser les différents professionnels, les rassembler, pouvoir après communiquer du coup ensemble sur des secteurs comme auprès de l'ARS, auprès de tous les établissements. Enfin, il faudrait qu'il y ait un genre de réseau référent. Ce qui est super intéressant par rapport au réseau Neom, c'est vraiment le côté échange qui me manquait au sein de mon l'équitation, le fait de pouvoir partager avec d'autres professionnels des échanges pluridisciplinaires, d'optimiser, de pouvoir accompagner, de travailler main dans la main pour optimiser la prise en charge des patients dans nos spécialités. Alors aujourd'hui, on va travailler particulièrement sur la désensibilisation du cheval pour permettre de mieux appréhender les comportements de l'animal, de le mettre en confiance pour qu'il puisse être aussi sécuritaire pour des séances d'équithérapie. C'est vraiment d'aller rentrer dans le mode de communication du cheval, de chercher à mieux le comprendre, à mieux se faire comprendre vis-à-vis de l'animal. Donc on va utiliser tout un tas de communication qui va être sur le non-verbal, corporel, énergie,
Et puis au sein du réseau, ce qui est important, c'est de pouvoir vraiment valoriser et mettre en avant le partenaire cheval et de le rendre sécuritaire, de le motiver aussi des séances. Et puis avoir un gage de confiance envers lui aussi pour ces séances. Je pense que ça peut déjà pas mal aider les accompagnants à mieux comprendre le fonctionnement du cheval dans sa fuite, parce que c'est vrai que c'est un animal proie qui a tendance à avoir des réactions de fuite plus ou moins fortes. Et du coup de pouvoir préparer, présenter le cheval pour leur donner confiance, qu'ils se détendent, prendre ce rôle de leader, de référent. Et ça, c'est vraiment dans le but de préparer la cavalerie pour les ateliers de soins pour les patients. Alors moi, c'est Aurore, je suis secrétaire au sein du bureau de l'association Guillaume. Et donc aujourd'hui, la thématique, c'était vraiment désensibiliser le cheval à tout type d'objet et de pouvoir qu'il soit serein et dans les bonnes conditions de bienveillance dans toutes circonstances. Donc pour moi, ça a été vraiment intéressant à titre personnel pour désensibiliser mon cheval et travailler sur des objectifs pédagogiques. Et après, en séance, on va pouvoir amener ça grâce aux patients, toutes les situations qui peuvent se présenter à eux, des ballons, des objets qui vont pouvoir toucher auprès du cheval.